Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser Mastercard, une excellente société cotée à New York, que vous connaissez sans doute parce que vous l'utilisez tous les jours. Et dans cette vidéo, on va faire son analyse fondamentale puis technique. Et déjà, je vous spoil la fin, avoir du Mastercard dans son portefeuille est une bonne idée. En tout cas, c'est mon avis. Je rappelle que je ne suis pas conseiller financier, ceci est seulement ma vision des choses. Alors c'est parti, on commence, analyse fondamentale. Déjà, qu'est-ce que fait Mastercard? Sans surprise, c'est une solution de paiement, tout comme Visa, d'accord? C'est les deux grands mastodontes dans ce domaine-là. Et à chaque fois que vous faites une transaction via Mastercard, et bah tout simplement, ils prennent une petite commission. Et l'ensemble des transactions, donc des millions, des milliards de transactions, et bien forcément, à la fin, ça fait du volume et ça fait de l'argent pour Mastercard. Ça représente 63% de leurs revenus. Mais ils ne font pas que ça. Il y a une autre partie qui se développe, qui fait quasiment 37%, c'est les services ajoutés par Mastercard. Ça, c'est vraiment nouveau. Enfin, nouveau, ça fait quelques années que ça se développe de plus en plus, que ça prend une part de plus en plus importante. Ils proposent par exemple des services de cybersécurité pour les banques et également de gestion des risques. Et en fait, comme ils ont énormément de données sur tous les achats et tout ce qui se passe en fait, parce que les paiements pour les entreprises, c'est ultra important, et ces données, ils les vendent. Alors, ils les vendent de manière anonyme, c'est de la big data, mais ça, c'est de l'or pour les entreprises. Parce qu'avec ça, elles sont plus à même de comprendre les comportements des consommateurs. Et évidemment, plus on a d'informations, et mieux on peut vendre. Ça, c'est la base du marketing. Elle propose également des programmes de fidélité pour les magasins et les entreprises. Et elle investit également dans l'open banking, on en reviendra peut-être plus tard. Ensuite, la ventilation par pays, c'est assez compliqué parce que comme c'est mondial, c'est pas vraiment détaillé, mais en gros, il y a 30% aux USA, 3,3% dans le reste de l'Amérique du Nord et à l'international, donc dans le monde entier, 67% globalement. Donc c'est vraiment mondial et c'est accepté dans quasiment tous les pays. On analyse ça fondamentalement, on va voir la structure du capital, sa santé financière, sa croissance, sa rentabilité et également si c'est bien pour les actionnaires d'avoir ça en portefeuille. Grâce notamment au Return on Invested Capital. Que font-ils de notre argent? Alors c'est parti, on commence la structure du capital. Déjà on voit qu'il y a 90% des actions qui sont en circulation, ce qui est une bonne chose, et il y a quand même 10% qui sont détenus par les initiés. Mais en fait ça, ces 10% c'est quasiment en totalité la fondation Mastercard. Ensuite il y a 80% des titres qui sont détenus par des institutions, alors ça c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire que les particuliers ne représentent pas beaucoup en fait sur l'ensemble du capital, les particuliers en direct j'entends, et il y a plus de 4000 institutions qui détiennent des titres. Voilà, c'est vraiment énorme. Au niveau de sa structure du capital, on voit tout simplement que c'est la capitalisation boursière. Il y a une dette qui est ridicule de 15 milliards par rapport à 474 milliards de capi boursière, et sa valeur de l'entreprise elle est aux alentours de 483 milliards. Donc c'est pas une small cap évidemment, c'est un mastodonte du paiement. De toute façon, avec Visa, ils ont quasiment tout le marché. En tout cas, le marché occidental. Au niveau de sa santé financière, est-ce qu'elle va bien? Je rigole parce que vous allez voir, c'est une des meilleures sociétés au niveau de la santé, j'entends, et des marges. Donc, sa part de dette par rapport à sa part de free cash flow et de liquidité, évidemment, elle est ridicule. Enfin, je dis évidemment, mais vous le savez peut-être pas. Elle est très peu endettée, ça représente rien par rapport à sa capitalisation, et on voit que, elle génère beaucoup de free cash flow, et elle a également pas mal de liquidités qu'elle fait travailler. Au niveau de sa croissance et de sa rentabilité, c'est ça que je vous dis qui est indécent. Regardez la marge nette de Mastercard. Elle est aux alentours de 45% de marge nette. Encore, c'est pas une entreprise qui est née d'hier, Donc là, avec Visa, elles ont vraiment un avantage concurrentiel qui est énorme. Elle n'a pas une croissance des revenus qui est incroyable, mais en fait, plus il va y avoir de masse monétaire et plus il va y avoir de dépenses, mécaniquement, plus il y a d'argent, plus il y a de transactions, et comme les frais c'est des pourcentages, eux, l'inflation c'est une bonne chose pour eux. Donc, tant qu'il y a de l'inflation, il y aura de la croissance. De toute façon, c'est pas demain la veille que Mastercard va faire faillite, il faudrait qu'il y ait une autre entreprise qui les remplace, en fait que tout le système de paiement actuel change, et c'est pas du tout près d'être le cas, ça ne se change pas du jour au lendemain, on aura le temps de le voir, arriver tout simplement. Ensuite, on va passer au cash flow. On voit tout simplement que le cash flow d'exploitation, parce que c'est vraiment lui là qui nous intéresse, donc le cash lié aux activités d'exploitation, forcément il a baissé en 2020 avec la crise du Covid, et ensuite ça remonte en flèche. On voit bien juste ici, c'est une croissance à 2 chiffres. Alors évidemment, il y a eu un ralentissement de l'économie en 2022, et ça s'est ressenti surtout en 2023, et là on est reparti à la hausse. On voit qu'en 2021, juste ici, il y a énormément d'investissements qui ont été faits, donc voilà, plus de 5 milliards d'investissements, ils ont acheté Vocalink, c'est une société du Royaume-Uni qui permet des paiements en direct, en instantané. C'est ce qui se développe de plus en plus, notamment avec l'open banking, c'est ce que je disais tout à l'heure, et ça c'est vraiment un axe de développement majeur pour le futur. On veut tout de suite, on veut pas qu'un virement ça mette 4 jours à arriver, on veut de l'instantané, direct, vers n'importe quelle banque.
vers n'importe quelle devise. Voilà, c'est ça qui nous plaît aujourd'hui. Et Mastercard, évidemment, le comprend bien. Donc, il se développe dans ce domaine-là. Et regardez également les caches liées aux activités de financement qui sont de plus en plus décevantes. Mais en fait, c'est tout simplement pour une bonne raison. C'est parce que, il remercie les investisseurs en rachetant des actions. Ils ont une politique de rachat d'actions massif qui fait augmenter le prix de l'action. Et on voit que la politique de rachat d'actions, elle est vraiment agressive. 10 milliards de rachats d'actions par an quasiment, c'est énorme. Et évidemment, c'est une bonne nouvelle pour les investisseurs. On passe ensuite aux dividendes, puisqu'il y a des dividendes chez Mastercard. Alors globalement, ça va vous rembourser les frais d'achat. C'est à peu près tout. Même s'ils sont de plus en plus intéressants, ce n'est pas une société à dividendes. Voilà, on voit qu'il y a un rendement aux alentours de 0,6 du dividende, mais ce n'est pas du tout leur stratégie, et tant mieux, parce que on serait doublement fiscalisé dessus, c'est pas intéressant. Leur achat d'actions, c'est beaucoup mieux pour les sociétés américaines, en tout cas pour nous, investisseurs, évidemment. Je vous conseille d'ailleurs DEGIRO pour investir dans les actions américaines. Évidemment, j'ai un lien dans la description. Vous pouvez le faire soit via les bourses américaines directement, ou alors il y a une bourse qui s'appelle TradeGate, et vous pouvez acheter tout simplement de 7h à 22h les actions en euros plutôt que d'avoir des frais de change en dollars. Sauf si vous avez un compte en dollars, dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Allez, on continue. Est-ce que c'est rentable pour les actionnaires? Là, on voit deux choses. Le total des actions en circulation, comme je vous l'ai dit, ils font des rachats massifs, donc ça ne fait que baisser. Et ça baisse vraiment drastiquement. Et c'est ça qu'ils font avec l'argent, avec leur liquidité. Ils rachètent des actions. Et ensuite, le capital investi, il a un rendement qui va de 35% à 60%. Donc c'est vraiment beaucoup, surtout pour une société où on pourrait croire que il y a plus grand chose à faire. Non, elle continue d'innover et elle continue d'être de plus en plus rentable. Donc Mastercard, oui, pour moi, je le redis encore une fois. Donc, est-ce que Mastercard va bien? Oui, selon mon avis, qui est que propre à moi-même, c'est une excellente société qui va très bien, avec de très bonnes marges, de très bonnes perspectives de croissance, de l'argent, un avantage concurrentiel, tout ce que j'aime. Et d'ailleurs, en parlant de perspectives de croissance, qu'est-ce que ça va être? Réduire ses coûts? Non, là on n'est pas dedans. Réduire ses coûts, ça va pas fonctionner. Peut-être avec l'intelligence artificielle, ils vont réussir à optimiser des process, mais c'est tout ce qu'ils vont arriver à faire. Ce qui peut être déjà pas mal en réalité, vu les montants colossaux de dépenses des serveurs et tout ça. S'ils arrivent à optimiser, ça fait toujours ça de gagner. Ensuite, augmenter leur prix. Oui, avec l'avantage concurrentiel qu'ils ont, ils peuvent le faire. Mais bon, il y a quand même une concurrence avec Visa. C'est pas vraiment leur prix qui vont augmenter, mais comme c'est des pourcentages et qu'il y a une inflation, mécaniquement, ça augmente tout simplement. Le prochain, conquérir de nouveaux marchés, j'ai mis non parce que c'est pas de nouveaux marchés, ça reste dans leur marché. C'est vraiment une niche. Ils vont simplement avoir des améliorations à l'intérieur de leur gamme de produits, ou alors une nouvelle gamme de produits, mais qui reste dans la même stratégie, dans le même segment. Donc ils ne vont pas aller vendre des iPhones ou se mettre à graver des puces. Ensuite, augmenter les volumes de l'existant. Oui, ça aussi, c'est les nerfs de la guerre. Plus il y a de transactions et plus ça augmente. Il n'y a pas de secret là-dessus non plus. Et redressement ou vente d'une filiale non rentable, absolument pas. Ils sont dans une niche. Ça, c'est complètement pas du tout. Voilà le petit tableau de croissance de Peter Lynch. On passe maintenant au prix, à la valorisation, parce que ça c'est quand même très important à chaque fois, c'est la deuxième chose la plus importante. Est-ce que la société est bien? Oui. Est-ce qu'elle est trop chère? Oui, parce que de toute façon les entreprises américaines de bonne qualité sont toujours trop chères. Mais est-ce qu'elle est plus chère que d'habitude? Là, pas forcément. On voit qu'aujourd'hui elle a un PER de quasiment 40, sauf que quand on regarde par rapport aux dernières années, c'est pas vraiment différent en fait. Il y a vraiment 2020 qui était excessif, parce que forcément ça a chuté. Mais sinon on est toujours aux alentours de 30-40. Ça se paye assez cher et pour une bonne raison, il y a une bonne croissance, des énormes marges. Et c'est plutôt le rendement de la valeur de l'entreprise sur les EBITDA qui est un peu plus cher que d'habitude. On est aux alentours de 29. Donc là on est un petit peu plus cher que d'habitude, mais si l'entreprise fait une bonne croissance, ses ratios mécaniquement vont descendre. Donc ça va vraiment dépendre de ce que fait Mastercard, mais de toute façon pour un investissement long terme, là on est au prix de d'habitude, à quelques 10% près évidemment, mais on va voir après les variations. 10% ça change rien quasiment sur le long terme. Et d'ailleurs, qu'en est-il des variations? Analyse avec Ishimoku. On est parti, regardez, déjà c'est magnifique, let's go. Alors elle est cotée depuis 2006, mais regardez cette croissance incroyable. Bon, ça vous dit peut-être rien, alors on va regarder comme ceci, une croissance de quasiment 14 000% depuis 2006. D'accord, donc ça fait un fois 137 environ là, avec les chiffres actuels, sans compter les quelques petits dividendes, mais bon, vu ce qu'ils versent, c'est pas ça qui aurait changé la donne, et ils en versaient pas avant, mais regardez, surtout les maximums de drawdown, donc de variations d'un coup, ils sont pas énormes. 2008, crise bancaire, donc là on peut se dire que le monde allait s'arrêter, moins 60%,
Bon, évidemment, ça fait mal, mais regardez, il a fallu que tout simplement moins de 3 ans pour remonter la pente. Et ensuite, regardez Ishimoku, hein, il n'y a quasiment pas eu de remise en cause de la tendance. On a eu quelques petites frayeurs, on est venu rebondir tout simplement ici sur la Kijun mensuelle, d'accord, donc la ligne rouge. Ok, ça arrive ici, ça arrive en 2020. On a clôturé en dessous, mais la lagging span elle est toujours dans le ciel, on est vraiment toujours très haut. Et ensuite on est vite revenu partir à la hausse. Là on a eu depuis 2002, bah, vous le savez bien, c'était pas une très bonne année, c'était pas un bon millésime, hein. Donc vraiment 2 années quasiment de perdu, d'accord. Donc par rapport à tout ce qu'il y a eu avant, là, on pourrait voir qu'on est dans un excellent moment. La tendance est complètement repartie à la hausse. Et d'ailleurs, si on regarde bien la lagging span, eh bien, elle n'est jamais descendue sous la Tenkan mensuelle, d'accord? Elle est venue rebondir une fois ici, et après elle est venue rebondir sur les cours, tout simplement. Et là, on est reparti à la hausse, on est dans le ciel. Alors évidemment, on peut venir rebondir un petit peu sur la Tenkan ici, on peut même venir rechercher la Kijun. Bon, je pense pas tout de suite, en tout cas, à moins qu'il y ait une grosse crise, mais ça m'étonnerait, hein. Mais on est surtout reparti dans le ciel. Regardez, à chaque fois, les croissances, les montées de Mastercard, eh bien, c'est beau, c'est propre. Ça se fait petit à petit, hein. Vous n'allez pas faire du 10% par jour, mais par contre, c'est très propre. D'ailleurs, depuis 2020, depuis juste avant le crash, eh bien là, on est à plus 60% par exemple. Et si on prend par rapport au plus bas de 2022, eh bien, tout simplement, on est à plus 80%. Et ce qu'il faut regarder aussi, c'est ici, hein, toutes les entreprises tech américaines se sont fait défoncer, et eux, ils ont eu que un moins 30%, même pas. D'accord? Donc c'est vraiment magnifique au niveau de la courbe de Mastercard. Ça va pas trop bouger dans votre portefeuille. On va regarder maintenant en hebdomadaire. Donc là, c'est pareil, on est reparti à la hausse. Bon, on est un petit peu dans le ciel quand même, hein. C'est possible que là, ça revienne redescendre un petit peu aux alentours de 495 par là. Et encore, c'est pas sûr, au moins de 500. C'est possible que 500, ça revienne quand même. Mais regardez, exactement comme pour en mensuel, eh bien, la lagging span est venue rebondir ici sur la Tenkan. On est reparti, ça rebondit sur les cours et là, on est reparti à la hausse. Par contre, on voit que ça fait des vagues, donc c'est possible que, eh bien, ça redescende un petit peu ici avant de repartir à la hausse. Voilà, si on prend très rapidement un petit peu la tendance, ça ferait ça. Et si on extrapole un petit peu, bon, bah, on retourne à peu près aux alentours de 480, 490 pour repartir à la hausse. Donc, est-ce que c'est pile le moment d'acheter? À mon avis, non. On va avoir un petit peu des meilleures opportunités dans les semaines qui arrivent. Mais avec tout ce qui se passe un peu en ce moment, les élections, la fin d'année, c'est possible aussi que ça monte un petit peu en ligne droite, hein, comme d'habitude. La fin d'année, normalement, elle est plutôt fructueuse. Et si on revient un petit peu dans le passé pour voir, eh bien là, ce qui s'est passé, il y a vraiment en 2022 que là, regardez ce qu'on a eu en 2022. Eh bien, on était descendu complètement ici, hein, une petite lagging span qui plonge, avec les cours qui plongent également, et on est presque allé chercher le plat de SSB ici. Ah bah d'ailleurs on y est allé, en fait j'avais pas vu exactement. On est venu rebondir sur le plat de SSB qui était juste ici, qui était un niveau clé de résistance, et regardez, on est venu rebondir dessus une fois et une deuxième fois. D'accord, donc ça on aurait pu bien tracer nos résistances avant, d'ailleurs on va le tracer juste après ce qu'il y a pour les prochaines, et ça aurait pu nous donner un support et un niveau clé pour acheter, en tout cas renforcer notre position. On voyait que c'était un niveau qui avait déjà été travaillé. Si on regarde en 2020, regardez ce qui s'est passé, bon bah chute éclair, par contre regardez, la lagging span, hop, elle est venue rebondir sur le haut du nuage, elle n'est pas descendue. Avant, en 2018-2019, eh bien on est venu rebondir pareil, hein, sur le nuage, mais pas la lagging span. La lagging span n'est pas passée. Encore une fois, elle a rebondi sur la Kijun. Cette fois-ci, elle a rebondi une fois sur la Tenkan, mais finalement, elle allait rebondir une deuxième fois sur la Kijun. D'accord, petite frayeur ici, hein, quand on était là. Voilà, c'est un peu les fesses, mais bon, ça passe, et puis ça fait des bonnes opportunités si on y croit. D'où l'analyse fondamentale avant, hein. Et si on remonte à chaque fois, c'est pareil, hein, d'accord, c'est exactement la même chose à chaque fois. On a une très belle, tout simplement, montée jusqu'à aujourd'hui. Donc là, qu'est-ce qu'on aurait comme niveau? Support, si vraiment l'action se cassait la figure, hein, si jamais c'était catastrophe, et ben déjà en premier lieu, on aurait, alors je vais la mettre là, mais elle sera pas là, mais on aurait la Tenkan. Je dis elle sera pas là parce que c'est la moyenne court terme, donc quand ça va arriver, je ne pense pas que ça va arriver aujourd'hui, et ben forcément, elle va évoluer, cette moyenne, comme ça monte, ça va évoluer. Ensuite, il y aura, eh bien, la Kijun, d'accord, qui est ici. Donc là, elle évolue plus lentement, donc c'est possible qu'elle soit un peu aux alentours d'ici, qui est au niveau de 473, et ensuite, eh bien, ce sera le haut du nuage. Oups, raté. Ce sera le haut du nuage, on a dit. Et ensuite, ce sera le bas du nuage, voilà, qui sera pas là non plus à mon avis, ce sera un peu plus en haut. Mais de toute façon, je ne penche pas du tout sur cette hypothèse. Je pense qu'on va partir tranquillement vers le haut. Peut-être si la Tenkan hebdomadaire, mais pas la Kijun. Je ne pense pas. J'aimerais bien, comme ça, je renforce un petit peu mes positions, mais je ne pense pas. Je vous remonte juste là, on est en mensuel. Hein, vous voyez que en mensuel, il n'y a pas vraiment ici de support. Hein, ils sont beaucoup plus bas. Je les trace même pas. Si à un moment ça se casse la figure,
Je les tracerai pour que ce soit intéressant, mais là on est trop loin, ça sert à rien. Et on va juste aller en journalier pour se faire plaisir parce elle est bien tracée, regardez. Et bien tout simplement là on est reparti en tendance haussière, la lagging span a traversé et on est reparti sur une belle petite tendance haussière. Donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais à mon avis un petit moment. Bon évidemment c'est de l'investissement donc il y aura des hauts et des bas, mais globalement la tendance de fond, je reviens pour conclure en mensuel, bon elle est magnifique, hein. Là c'est rarement comme ça les entreprises. D'où le fait que moi je vous pousse à investir aux US également, hein. C'est là que sont les meilleures entreprises, pas que, mais quand même par rapport en Europe, aux US il y a des entreprises qui sont extrêmement bien. Et je vous recommande 2Giro pour le faire. Au niveau des frais, c'est le mieux. Et de la simplicité aussi, j'adore l'application. On conclut en une seconde. Si vous avez des entreprises que vous voulez que j'analyse, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Je fais surtout des analyses qui sont intéressantes pour les investisseurs, soit parce qu'elles sont très bien, soit parce que c'est tendancieux justement. La plupart des gens pensent qu'elles sont bien et en fait elles sont en train de s'effondrer tout simplement. Donc quand c'est dangereux tout simplement. J'essaie aussi de faire pas que des entreprises dans le PEA parce que je sais très bien que les Français préfèrent ça, mais quand même il faut élargir les horizons. Vous avez vu la performance est complètement démesuré aux États-Unis par rapport aux entreprises du PEA. Alors pas toutes, hein, parce qu'il y a quand même des très bonnes sociétés, ASML, Novo, LVMH, Hermès, etc. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et voilà, permettre de diversifier au niveau mondial, c'est quand même, à mon avis, élémentaire, mon cher. En tout cas, pour l'heure, moi je vous dis merci d'avoir regardé. Thumbs up si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à aller vous abonner pour voir encore plus de contenu. Allez, à plus!